C'est parti. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Bienvenue à notre 4e séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. On est le 22 avril 2024. Je suis Joanie Belle-Rose, la présidente de l'arrondissement de Fleurimont, accompagnée de mes collègues, Mme Danielle Berthold et Mme Hélène Dauphinet. Également à ma gauche, accompagnée de notre directeur de l'arrondissement. Dans la salle? Oh, c'est ouvert? Oui, tu l'as. Je vais essayer de le tenir en même temps. Vous me le dites si vous ne m'entendez pas bien à l'arrière. Excellent. Alors, pour votre information, il n'y avait pas de dossier cet après-midi à présenter au plénier public. Alors, les dossiers qu'on vient généralement déposer seront abordés plus en détail là, pendant la séance ordinaire, simplement. Alors, la séance est ouverte. On débute avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des ajouts, retraits? Non. Ensuite, lecture et adoption du procès-verbal du 23 mars. Est-ce que c'était conforme à nos échanges? Excellent. Pour le comité consultatif d'urbanisme, le dépôt du procès-verbal du 26 février 2024. C'est conforme. Excellent. Alors, on est déjà rendu à la période de questions des personnes présentes. Alors, comme vous avez vu, il y a un micro au centre de la pièce. Ça va nous aider à bien vous entendre. Les personnes qui souhaitent s'exprimer ce soir, poser une question, je vous demanderai simplement, peut-être y aller à main levée, puis vous diriger ensuite vers le micro. Vous avez à nommer votre nom. Si vous êtes associé à un organisme ou une entreprise aussi, merci de le mentionner. Sinon, si c'est un enjeu en lien avec votre rue, peut-être nommer votre rue, ça peut être pertinent. Puis, si jamais nous n'avons pas la réponse ce soir à votre question, ben, on va s'assurer avec la direction de l'arrondissement de vous faire un suivi, assurément. Donc, je vous invite, allez-y, monsieur. Bonjour, mon nom c'est Majid Touaher, arrondissement Fleurimont, Tapigerie, district Tapigerie. Bonjour, Madame Berthold, mon élu, Madame Belle-Rose, Madame Dauphinet, Monsieur le directeur général. Bonjour, honorable assistance. Bonjour. J'ai déjà posé la question à Madame Berthold en lien avec les panneaux électroniques de notre Fleur district, point du Plessis-King-Est. Depuis l'année passée, j'ai déjà demandé l'avis de Sherbrooke. Et il vient de me faire confirmer par Mme Berthold, il y a le seul de Plantonville qui est fonctionnel. Tous les autres sont capotés. Lennoxville, je l'ai confirmé de visu. J'aurais aimé que mars 2024, les Jeux du Québec sont déroulés à Sherbrooke. C'est quand même... On a manqué cette vitrine, d'une part. Moi, je me souviens du temps de Sévigné, même de Jean Perrault. Ces panneaux-là, c'était comme des panneaux qu'on faisait l'élégante avec des écritures, tout ça. Je trouvais vraiment ça vraiment cute. Le bon vieux temps, là, les années 2000. Et là, c'est sûr, peut-être pour économiser de l'énergie, c'est quand même bon, mais il faut trouver toujours une option pour quand même la visibilité, le marketing de notre ville, c'est bien important. Et aussi pour les activités vraiment très pertinentes, tout ça, quand on roule, on voit quelque chose qui arrive, c'est très important. Moi, personnellement, je suis sensible à ce genre de choses, des événements qui arrivent, c'est toujours bon. Puis le bouche à oreille, c'est pour la promotion de notre ville. Ça, c'est d'une part. Deuxième part, c'est la période des nids de poules. J'ai envoyé la photo à Mme Berthold juste au début de la rue des Mélèzes où j'habite. Il y a déjà un petit nid de poules qui se commence. Donc, vous avez Galvin, là où il y avait avant le dépanneur, la première rue en descendant à droite, la rue des Mélèzes, ça commence. Donc, j'ai un petit trou de nid de poules. J'imagine qu'à peu près tout le monde tourne à sur autre chose. Il y a une autre question, l'aéroport de Sherbrooke, je vais la réserver pour demain. Bon, je ne suis pas la ville de Sherbrooke parce que j'ai commencé à rebrasser encore les cartes parce que j'étais vraiment pas déçu, mais je ne sais pas moi, ça fait quand même presque 20 ans. Là, moi, je suis arrivé ici en 2002 et en 2005, je tombe de Jean Perrault, déjà faisait la liaison Sherbrooke-Toronto, figurez-vous. Puis Sherbrooke, c'était quand même, je dirais, un bon grand village là. Et il y avait la communauté anglophone, des gens d'affaires anglophones qui faisaient la navette, faisaient 3 ou 4 vols par semaine. J'ai parlé avec M. Perrault, avec son leadership, il avait 4 mandats là. Puis lui, c'est pas, pour gérer, c'est pas
il n'y a pas un parti, c'est l'indépendant, n'est-ce pas? Oui. Donc, raison de plus, je vais faire ricocher pour la venue d'un deuxième parti à Sherbrooke. Je suis vraiment désolé. Là, c'est encore, ça va faire de la chicanerie, de la partisanerie. Moi, je tire mon chapeau, Mme Berthaud. Je me souviens, il était sur l'ancêtre de RS au niveau Sherbrooke, de Bernard Sévigny. Autant de Lucier, avec Vincent Boutin, il a démissionné. Elle, il était aussi du RS, mais à un moment donné, il a dit je switch en indépendant. Ça, c'est une idée aussi. Donc, moi, j'aimerais bien que je fasse son mandat pour son élection 2025. Fait que pour votre question sur les partis, j'imagine que vous n'attendez pas une question sur les partis ni sur l'aéroport. Vous voulais juste dire que l'aéroport, vous allez en parler demain au conseil. On va en parler demain parce que c'est important. Le dernier directeur, il est parti aux États-Unis. Là, je lui ai dit, vous avez, parce que j'ai contacté un Américain qui est prêt à installer une navette commerciale entre Sherbrooke et Boston. Mais gardez cette information-là pour demain parce que vous allez venir le voir. Et la dernière question, c'est en lien du budget général de Fleurimont. Je ne connais pas, c'est ma première question. Si vous pourriez me donner sa procuration comparative sur les deux mandats postérieurs sur le budget de Fleurimont. Pouvez-vous juste répéter? Le budget de Fleurimont sur les deux mandats antérieurs. Si vous avez pour un petit peu la courbe, si ça a progressé ou ça a diminué, c'est-à-dire on court le budget. OK. Par rapport au budget, nous, à l'arrondissement, on a, moi, je peux parler de la cédule 6 qu'on a pour les aménagements dans les parcs. Fait que souvent, on a un certain montant, c'est environ fois 700 000 qu'on divise. Là. Bon, c'est plus 600 et ish. Là. Mais ça, dans le fond, c'est vraiment pour venir soit créer des nouveaux aménagements dans les parcs, du mobilier urbain, ou, puis là, c'est ce qui arrive beaucoup en ce moment, c'est plus intervenir sur des situations de sécurité. Donc, il y a une balançoire qui brise, il faut la réparer d'urgence, etc. Donc, c'est vraiment ça. Dans le fond, on fait le suivi, vraiment, on a un tableau avec tout un code de couleurs, justement, pour voir l'avancement des dossiers, puis selon le niveau de l'enjeu de sécuritaire, en fait. Fait que c'est vraiment ce dossier. Je ne sais pas s'il y a d'autres budgets. En fait, on a notre fonds dédié, on a le fonds où chaque conseillère a un fonds discrétionnaire, en fait, où on peut encourager des organismes communautaires, soutenir des projets, aussi venir stimuler la participation, planter des arbres. C'est assez varié ce qu'on peut faire avec ça. Puis, il y a les frais de représentation aussi on va en parler tout à l'heure. On fait le bilan de ce fonds-là à chaque mois. Merci. Juste dernière question. Est-ce qu'on peut passer ça sur Facebook afin de faire intéresser notre communauté estrienne, s'intégrer dans la vie municipale? Vous voulez dire passer la séance? Oui. Là, en fait, c'est déjà une grande nouveauté qu'on puisse les mettre en ligne parce qu'avant, c'était juste enregistré. C'était juste le son qui était enregistré. Puis là, on voit aussi l'image. Puis, je vous dirais qu'on a vu le taux là, de rediffusion. Puis on a été super surprise de voir qu'on a des abonnés. Il y a de plus en plus de monde à chaque année qui nous écoute. Vous pouvez partager le lien. Dans le fond, il est sur le site Internet de la Ville. Mais après, je peux filmer. Filmer, là, je pense pas que je voudrais demander l'accord de chaque personne qui sont ici. Fait que... c'est juste la séance 2. Pourquoi mon objectif, c'est de telle sorte que à faire intéresser la population de Fleurimont à pouvoir s'intéresser à la vie. Parce qu'il y avait... Pourquoi il y avait... c'est de l'information qui est publique. Moi, je ne vois pas d'inconvénient, sauf que c'est sûr que côté qualité, c'est déjà filmé, puis le lien va être en ligne sur le site Internet de la Ville. Par rapport à votre question sur les nids de poules, moi, je vous invite à faire, c'est quelque chose qui est régulier, là. Faites une requête sur le site Internet de la Ville ou en appelant au 821-5858. Ça, c'est super important d'ailleurs pour chacun, là, parce que plus on fait de requêtes, plus les services sont au courant, vont aller travailler vite. Donc, il va y avoir des réparations ou de l'entretien selon le besoin. Puis, votre autre question, c'est par rapport, là, je ne sais pas si tu as des réponses par rapport aux panneaux électroniques. Ouais. Les panneaux électroniques, juste peut-être faire le point, oui, vous l'avez nommé, plusieurs sont brisés, sont dans un état
sont fermés, évidemment, parce que les pièces ne sont plus vraiment accessibles sur le marché. Donc, c'est à l'étude présentement pour voir à les remplacer, mais il va y avoir un dossier qui va être déposé éventuellement au conseil municipal. À venir, donc. Prochaine question, prochaine personne qui voudrait prendre la parole, allez-y. Mon point va être... Peut-être juste vous nommer pour... parce on note tous vos questions pour s'assurer d'avoir un suivi avec votre nom, puis on a vos coordonnées à l'avant. Donc... Oui, Christian Brunel, 1085, puis Samuel Brisson. En fait, je voulais savoir si je pouvais poser la question tout de suite ou amener le point tout de suite. C'est un point qui est à l'ordre du jour un peu plus loin en termes de dérogation. Parce que j'amène le point tout de suite. Tout de suite, il faut qu'il parle de questions. En fait, c'est ici, oui. Là, c'est la période de questions et commentaires. Fait que vous pouvez faire votre question. Mais c'est sûr que le point va être officiellement adopté au moment où il passe dans l'ordre du jour. Donc, c'est sûr que je me nomme Christian Brunel, je suis propriétaire et résident du 1085 rue Samuel Brisson à Sherbrooke. En fait, là, je suis le voisin direct arrière de M. Roch Guertin, qui a présenté une demande de dérogation mineure qui va être présentée un peu plus loin. Je mentionne tout de suite, j'ai déposé un document là, qui mène de long en large l'information que j'aurais aimé présenter ici, mais je vais en faire un résumé là, parce que j'en aurais pour une bonne longueur à vous lire tout ça. Donc, je vais aller peut-être vraiment au point important. Parfait. Mais les autres points là, sont détaillés là, dans le document que j'ai déposé. Donc, en fait, là, je me présente pour mettre un peu en question le point là, et la décision de ne pas suivre la recommandation qui a été faite là, de refuser la dérogation mineure en objet à ce point-là. Donc, le client considérant là, que la hauteur projetée pour le bâtiment accessoire de M. Guertin dépasse la limite de 7,5 mètres qui est permise selon l'article 4.1.6 du règlement 1200. Déjà conformément au point 3 de la grille d'analyse dans la dérogation, en raison de la position du terrain, on mentionne déjà on peut déjà démontrer facilement là, que le bâtiment accessoire là, va nuire à la vue des voisins, dont chez le bâtiment va être bâti là, directement à la limite là, de notre propriété, sur son terrain évidemment. Et le fait de respecter la hauteur de 7,5 mètres qui est à la réglementation aurait permis de limiter en fait là, la perte de vue. En fait, la dérogation là, base sur le fait que le bâtiment ne dépassera pas, le bâtiment secondaire ne dépassera pas le bâtiment principal de monsieur, mais le bâtiment principal de monsieur est vraiment très élevé. Donc, ça donne une limite quand même très haute quant à l'implantation du bâtiment accessoire. Donc, les plans donnés, en fait, là, qui sont disponibles, présentent des plans préliminaires. Et en fait, on voit une hauteur de bâtiment, mais on ne voit pas son implantation sur le terrain. Donc, on ne sait pas jusqu'à quelle hauteur là, va avoir ce bâtiment-là, vu de chez nous. La grille d'analyse a démontré, là, en fait, le demandeur, M. Guertin, pouvait tout à fait se conformer au règlement de l'article 4.1.6 pour se limiter à la hauteur et qu'il n'y aurait pas de préjudice s'il pouvait se respecter, si ça pouvait être respecté. Les plans pouvaient encore être modifiés et adaptés pour respecter cette limite-là. Les plans soumis aussi ne présentent aucune vue arrière, en fait, arrière du côté de notre résidence et sur le côté, donc deux faces là, qui seraient très visibles chez nous. Selon l'implantation, on comprend là, que ça respecterait les règles d'emprise et de passage, mais ça serait quand même très près de chez nous. N'ayant aucun plan avec les vues, avec les fenêtres et autres, on ne sait pas là, ce qui risque d'avoir au moment de la demande de permis réel. La dérogation mineure a été acceptée dans ce qu'on voit dans la documentation sans aucune contrainte. Donc, il n'y a aucune condition qui est donnée. On ne fait qu'accepter la dérogation mineure
Et il n'y a rien là, qui démontre que le propriétaire ne pouvait pas se conformer au règlement. Mentionné aussi, et mentionné dans la grille d'analyse, que la Ville de Sherbrooke n'a octroyé aucune dérogation mineure en lien avec une hauteur de bâtiment accessoire dans les dernières années et que ça pourrait causer un précédent, puisque la majorité des bâtiments accessoires qui se construiraient à des fins résidentielles sur le territoire de la Ville sont conformes à la hauteur de 7,5 mètres prescrite. Donc, si vous permettez cette dérogation-là, sans aucune condition, en fait, le règlement à 7,5 mètres là, devient d'une certaine façon caduque. Donc, dès qu'un bâtiment secondaire ne dépasse pas la hauteur du bâtiment principal, là, maintenant, plus à une hauteur de 7,5 mètres, là, mais jusqu'à 8 points quelques, je ne me souviens pas, la hauteur du bâtiment accessoire de monsieur. Donc, ma question là, je me demande, en de toutes ces considérations, pourquoi le conseil d'arrondissement de Fleurimont a-t-il choisi de ne pas suivre la recommandation de refuser la dérogation mineure, et ce, sans aucune condition, et voir s'il est possible que le conseil d'arrondissement de Fleurimont reconsidère sa décision dans le présent dossier, notamment là, avec l'appui que je veux faire là, dans la documentation que je vous ai fournie tout à l'heure. Merci. Comme je ne siège pas sur le comité consultatif d'urbanisme, je laisserai la présidente répondre à vos questions et je vais passer l'appareil. Merci beaucoup, M. Brunel. Bonjour. Donc, effectivement, que ce dossier est venu au CCU d'arrondissement le mois passé avec une recommandation négative de la part de nos services. Au CCU d'arrondissement, oui. Avec une recommandation négative de nos services. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on vient en dérogation mineure, c'est pour un point bien précis. Donc, ce n'est pas sur l'implantation, vous l'avez bien dit, l'implantation respecte tout ce qui a été, tout ce qui est possible, qui nous a été présenté pour le moment. Donc, du côté des cèdres, on est à bonne distance, etc. Donc, nous, tout ce qu'on avait à se prononcer, c'était sur la hauteur, donc de passer de 7,5 mètres, qui est la norme pour le moment, et de l'augmenter jusqu'à 8,17. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le terrain sur Virginie-Laflamme de M. Guertin est en pente. Donc, on a pris la mesure pour déterminer la hauteur acceptable. On a pris la mesure, évidemment, la plus basse de son terrain. Par contre, ou de sa ligne. Par contre, si on avait fait une moyenne, comme le Code national du bâtiment le dit, ben, il n'aurait même pas eu à venir nous voir au CCU et demander une dérogation mineure. Donc, nous, avec les explications que l'on a obtenues de la part du service de Jean-Sébastien, rappelez-moi son nom, Fizet, et les membres citoyens, parce qu'il y a des membres citoyens qui siègent également, donc ce n'est pas uniquement les élus qui siègent sur le CCU d'arrondissement, il y a des citoyens. Et le fait d'accorder cette dérogation mineure-là, elle était unanime au sein du comité d'urbanisme. Parce qu'il y aura excavation, et nous, ce qui nous préoccupait, c'était effectivement la hauteur du toit, pour ne pas, parce que l'illustration qu'on avait, c'était horrible, c'était pas beau du tout, présenté par le citoyen. Il avait fait un plan lui-même, d'imposer une photo, une image, c'était vraiment, vraiment pas représentatif de ce que ça pourrait être. Donc, on a posé énormément de questions et les réponses nous sont arrivées. Donc, on considérait effectivement qu'avec l'aménagement qu'il veut y faire, 2 étages pour son bâtiment accessoire, qui peut-être un jour verra à ce qu'il y ait du logement au niveau du 2e étage, avec les UHA qui vont passer bientôt, ben que nous, on ne voyait pas comment on pouvait, en tant que vu que c'était sur la dérogation, sur la hauteur, ben qu'on ne voyait pas, même si c'est un précédent. Je veux dire, les dérogations mineures sont là pour justement, on essaie de ne pas créer des précédents, mais quand on peut, avec les explications qui sont disponibles, arriver à accepter cette dérogation mineure-là, ben, on le fait. Et tout le monde était unanime. Par contre, hier, quand on s'est parlé, hier matin, je vous avais parlé des fenêtres que l'on ne veut absolument pas qui donnent sur votre terrain, malgré que votre headset est très haute. Ben, on va l'ajouter ce soir dans la résolution pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fenêtre du côté de votre terrain. Mais voilà les explications que je peux vous donner concernant ce dossier. Parce qu'il faut savoir que toutes les séances de CCU d'arrondissement sont à huis clos. Alors, je vous ai transmis ce que je pouvais vous transmettre. Moi, ce que
Vous aviez dit quelque chose? Je vais prendre la parole. OK. Donc, moi, ce que je vois, donc, quand on parle d'implantation, c'est au niveau de la hauteur, où je vais dire l'élévation du bâtiment. Je peux clairement démontrer, là, dans ce document que j'ai déposé, là, la hauteur du bâtiment principal, c'est ça qui limite la hauteur de son bâtiment secondaire, mais ça peut être vraiment très, très haut. Voilà, on voit l'image dans d'autres vues ici. Donc, c'est un élément là, qui aurait pu limiter le fait. Donc, ce qui peut être démontré, c'est qu'il peut tout à fait respecter là, ce règlement-là de 7,5 mètres. La hauteur de son bâtiment principal ne le limite absolument pas. Le dénivelé, en fait, là, vient probablement l'aider dans son implantation. Ça fait que nous, on ne voit absolument rien au niveau de l'implantation qui va nous donner l'idée de l'élévation. À quelle hauteur son bâtiment va être placé. On parle d'un 7,5 mètres. Donc, ça, c'est de la base au son bâtiment. Il ne sera pas plus haut que le toit de sa maison. Je l'espère. J'espère bien, parce que c'est vraiment très, très haut, sa hauteur de maison. Mais ça ne peut pas être si haut parce qu'il est, il est en haut de la pente. Donc, il y aura excavation pour faire en sorte que son toit de bâtiment accessoire soit à la même hauteur que son toit de maison. Oui. C'est la vue que je veux vous montrer ici. Vous voyez Maë que vous dites qu'il est déjà très, très haut. Oui. En fait, la photo qui est prise ici est prise de l'étage chez nous. Oui. Donc, prise de l'étage, vous avez le bâtiment, le pignon du... Il y a plusieurs, oui, mais il y a plusieurs pignons à sa maison. Oui. Mais en fait, c'est la hauteur de son bâtiment principal ici qui limite. Donc, ce que ça dit, c'est que son bâtiment, théoriquement, là, pourrait venir jusqu'à cette hauteur-là. Donc, vous imaginez, là, il y a de la marge, là, il y en a énormément. C'est pas ça qui va faire limiter qu'il puisse avoir en fait, le 7,5 mètres. Donc, l'autre chose, j'ai vu de façon préliminaire, les plans qui sont soumis, on voit, en fait, est-ce que ça va être vraiment ces plans-là qui vont être réalisés? Donc, une fois que le 7,5, en fait, le 8,2 mètres est admis, après ça, ce 8,2 mètres-là, lui, il peut se mettre à partir de l'entrée de la rue Roger-Caron, peut se mettre une entrée à plat, mais il peut très bien se mettre une entrée en pente. Puis là, à ce moment-là, son bâtiment, là, on sent vraiment la hauteur. Puis là, le 8,7 mètres là, qui demande aurait fait une différence par rapport au règlement de 7,5 mètres. C'est sur ces points-là, on a des grandes préoccupations sur ce que monsieur va faire comme implantation de bâtiments réels. Et s'il y avait eu en fait, là, cette règle-là du 7,5 mètres qui aurait pu, d'une certaine façon, limiter l'élévation de son bâtiment, bien, ça aurait été apprécié. Je vous dis encore, je devine par l'implantation de ce qui a été fait, peut-être que ce serait peut-être pas aussi haut que ça, mais ça dépend vraiment de quelle façon il va placer son bâtiment au final. Oui, mais on ne peut pas demander à cette étape-ci, on ne peut pas demander au propriétaire, à celui qui demande la dérogation mineure, donc M. Gartin, de nous présenter ses plans en même temps. Mais la question est pourquoi il y a une dérogation de dépasser 7,5 mètres alors qu'il peut très bien respecter ce règlement-là. Ben, ça crée des précédents pour tous les autres bâtiments. Il va y avoir des raisons, là. C'est sûr et certain. On ne les a pas. En fait, la grille d'analyse qui est disponible, on n'a aucune raison là, qui amène sur le fait que ça ne puisse pas être refusé. Quelle est la raison pour laquelle sa dérogation a été acceptée? Premièrement, elle n'est pas acceptée. Elle n'est pas acceptée, encore. Est-ce que je peux juste rectifier un peu? La décision n'est pas encore prise par le conseil d'arrondissement. C'est qu'on a reçu une recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui siège à huis clos, comme les autres arrondissements aussi, qui est comme ça depuis le début de la fusion municipale. Donc, c'est les autres qui ont vraiment délibéré sur le dossier avec les membres citoyens du CCU. Donc, c'est que là, il va y avoir présentation du dossier lorsqu'il sera à l'ordre du jour, donc il est privé à l'ordre du jour après la période des questions, comme tous les autres dossiers. Donc, on va pouvoir présenter les différentes données qui ont aidé le CCU à faire cette recommandation-là. Et puis, le conseil d'arrondissement va décider par la suite. Est-ce que ça vous convient comme ça? Oui. Merci beaucoup. Hélène voulait dire quelque chose aussi. Magdalena? Merci beaucoup.
Bonsoir à tout le monde. Je vais prendre la parole tout de suite. J'avais prévu prendre la parole quand on voterait la demande de dérogation, mais puisque monsieur vous posez une question, monsieur Brunel, je vais répondre. Moi, je suis tout à fait en accord avec vous. Je trouve que pour faire son bâtiment accessoire, 7,5 mètres, c'est suffisant. Pour moi, les dérogations mineures, ça sert principalement à régler des situations du passé. Il y a des maisons qui ont été construites trop près de la rue, que ça ne respecte plus les règlements actuels. Donc, oui, une dérogation mineure. On n'est pas pour faire démolir des maisons, etc. Dans certains cas aussi, là, dernièrement, je trouve qu'on a une recrudescence des demandes de dérogation mineure. Puis dans ce cas-là, moi, j'ai la même préoccupation que vous. J'ai peur que ça crée un précédent parce qu'il n'y a rien pour justifier cette augmentation-là de la hauteur. Puis là, on le sait, on s'en vient. Là, ce soir, il y a une consultation sur les logements additionnels. Donc, les gens vont pouvoir se construire un bâtiment, un deuxième bâtiment sur le terrain pour faire un logement. Puis là, ben, c'est ça. On va voir apparaître des dérogations. Je peux-tu mettre un petit peu plus haut? Je peux-tu le mettre un peu plus près du terrain ou etc. Moi, c'est une des craintes que j'ai. Puis, je trouve que ce soir, en acceptant ça, moi, je vais voter contre. Je l'ai dit à ma collègue tout à l'heure parce que je ne siège pas au CCU. Fait que c'est dommage, je n'ai pas pu m'exprimer là. Mais moi, c'est sûr que tout à l'heure, je vote contre ça parce que, comme vous le dites, il n'y a pas de raison. Et dans la demande de dérogation, on dit est-ce qu'il y a un préjudice? Puis on dit non, à part la perte de vue. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas un préjudice pour 15, puis 20, puis 100 personnes. C'est une maison unifamiliale. Il y a juste un ou deux voisins. Puis vous l'avez, le préjudice, vous l'avez dit. Puis s'il y avait une raison valable, peut-être je pourrais considérer de l'accepter. Mais dans ce cas-ci, là, pour faire un genre de garage ou une remise, je trouve qu'il n'y a aucune raison qui justifie ça. Donc, je suis d'accord avec vous, puis je vais voter contre tout à l'heure. On va essayer d'accélérer un peu parce qu'il y a déjà 5h30, donc on était supposé d'être en consultation publique en ce moment. Alors, allez-y, monsieur. Président, la ficherie. Je suis témoin, comme beaucoup de citoyens, d'un développement, comment je le qualifierais, saccageur sur la rue de Blois. De Blois qui, si on parle de pas loin d'ici, alors Galvin Galvin, Plante, Châteaumont, Montbert, etc., qui est le haut de la montagne ici, à Fleuron. C'est un développement qu'on a vu annoncer sans pancarte, sans rien du tout. Tout d'un coup, on a vu l'automne dernier les ouvertures, qu'il se passait quelque chose. C'est un développement, ben, je n'ai rien contre les développements en passant. C'est normal de faire du développement, mais il y a une manière de le faire. À ce stade-ci, il n'y a eu aucune pancarte. On a été voir sur le site, on a fini par trouver qui était le développeur. On a vu qu'il y avait 75 bâtiments ou logements, plutôt 75 logements qui allaient être construits sur de Blois. Et à ma grande surprise, il y a environ 3 semaines, la machinerie est arrivée et en un clin d'œil, on a commencé à raser la montagne. Complètement raser la montagne. On est tout près d'Offord, on est tout près de Bromont. Je ne comprends pas comment on laisse un développeur raser une montagne alors qu'on lui dit, bien, vous avez la capacité de développer, on vous donne des terrains, vous allez les vendre, etc., etc. Et au stade où on est de faire une rue, sans avoir vendu tous les terrains, on rase complètement. On est sur le roc, avec des dénivelés de 70 à 100 pieds, dépendamment de l'endroit. Pour ceux qui sont familiers, on y faisait du ski de fond, on y faisait de la raquette, on y faisait du fat bike. Bon, on décide de développer ce coin-là, c'est bien. Mais il y a une manière de développer. Et moi, je voudrais savoir, comment se fait-il qu'on a pu couper des arbres de 40, 50 ans d'âge? Comment se fait-il qu'il n'y a aucune règle dans la manière dont on octroie
le droit de faire une rue, de la développer. Comment se fait-il qu'on n'a aucune manière de le faire? Comment se fait-il que quand on regarde dans des municipalités comme Harper, c'est drôle, on construit une maison sur du roc, on construit une maison en montagne et on rase rien. Moi, je ne comprends pas comment se fait-il qu'on octroie le droit de raser et de raser une montagne. Je peux comprendre qu'on est dans un champ et qu'il n'y a rien à raser, puis c'est correct. Mais comment se fait-il qu'on donne le droit de raser une montagne? Merci, M. Blanc. C'est une question qui est très sensible. D'ailleurs, on travaille actuellement sur une politique de l'arbre et du verdissement, justement pour éviter ça. On a vu dans le cadre de dans notre portrait, notre diagnostic, que les règlements qu'on a actuellement en urbanisme ne viennent pas protéger suffisamment les arbres. Donc, en tout cas, moi, c'est ça, comme je vous dis, c'est une de mes préoccupations principales, mais je vais laisser la parole à Madame la conseillère de district pour vous répondre. Oui, et CCU, évidemment. Monsieur Blanc, oui, je comprends vos préoccupations. On a eu les mêmes préoccupations, même que, je ne sais pas si c'est vous qui aviez appelé Télé7 ou TVA. Là. Oui, bon. Ce qu'il faut comprendre dans ce projet-là, c'est que c'est un projet que ça fait énormément longtemps qu'il est dans les plans de la ville. Maintenant, ça prend souvent beaucoup de temps aux promoteurs à développer. On a fait un RCI. Ce terrain-là ne faisait pas partie du RCI. Donc, il était en droit de développer le développement. Il ne faut pas se leurrer, il y avait déjà une rue, la rue de Blois, donc qui arrivait et qui avait 2 maisons au bout, mais c'était une éventualité où ça se développerait. Donc, il est arrivé avec son projet et maintenant, nous, on n'avait rien à dire parce que tout était conforme. Donc, c'est dans l'ancien mandat et dans l'autre mandat d'avant. Maintenant, c'est sûr et certain, comme j'ai répondu à TVA, c'est sûr et certain que si on était aujourd'hui dans ce mandat-ci, avec le RCI, avec le plan nature, avec la politique de l'arbre qui s'en vient, il y aurait probablement beaucoup plus de restrictions pour ce développement-là. Maintenant, de là, nous, ville, en tant que, comment je pourrais vous dire, les services, quand ils émettent des permis, ils peuvent faire des vérifications versus si c'est sécuritaire ou non. Puis même encore là, c'est la CNSST qui s'occupe de ça. Mais de là, eux, tant et aussi longtemps que c'est en conformité, ben, ils donnent la permission de construire, de faire son lotissement. Donc, tout était correct dans ce dossier-là. C'est sûr et certain que si on pouvait et si on avait le pouvoir d'aller sur chacun des sites de construction, ben, on irait. Puis, on leur dirait non pas comment faire, mais on essaierait tout au moins de les sensibiliser à. Ce projet-là me fait penser à celui qui est sur le chemin du Plessis, juste à l'arrière, à côté du Super C, qui est développé sur un tas de roches. On n'en a jamais entendu parler parce qu'il était conforme à la réglementation quand il a fait sa demande de permis. C'est évident que quand Mme Belle-Rose a vu ce qui se passait sur le chemin du Plessis et puis que moi je l'ai vu puis qu'on a eu des appels de citoyens pour nous dire « Hey, qu'est-ce qui se passe là? » Ben, on a monté aux barricades parce qu'on n'était pas au courant. Donc, moi, j'avais demandé que quand il y a des projets comme ça qui se mettent sur place, qui se mettent en place, bien qu'au moins que les conseillères et conseillers du district soient avertis pour que si jamais le citoyen nous appelle, puis qu'on puisse lui donner de l'information. Mais c'est la même chose dans ce projet-là. Donc, on n'avait pas de poignée, si bien dit, on n'avait pas de poignée pour l'empêcher de construire, vu que c'est un plan de lotissement qui existe depuis plusieurs années. Puis des fois, ils présentent ça à la ville, ils peuvent attendre 10 ans, puis à un moment donné, ils décident qu'ils construisent, puis ils sont dans les normes, ben, on n'a pas de prise de ce côté-là. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un plan d'urbanisme, il y a un plan d'urbanisme qui s'en vient. Combien de temps, on ne le sait pas. La politique de l'arbre va être là, le plan nature, le RCI, mais il n'était pas dans cette zone pour la protection, pour le règlement de contrôle intérimaire. Brièvement, la politique des arbres, c'est quoi à l'heure actuelle? Là? Madame Belle-Rose, je peux vous en donner un petit peu. On n'est pas rendu à travailler, enfin à voter. Mais... En fait, si jamais, là, toutes nos séances de commission sont enregistrées et disponibles sur le site Internet de la Ville. Donc, si vous avez envie d'aller les écouter, mais c'est vraiment un règlement là, qui va venir avec des objectifs de bien maintenir la forêt urbaine. Fait que là, tout ce qui est canopée, on a caractérisé tout le territoire en périmètre urbain parce qu'on veut donner accès aux arbres et aux boisés urbains à toute la population. Donc, c'est ça, on veut maintenir, bonifier la forêt urbaine, puis aussi aller travailler au niveau des zones les îlots de chaleur, parce qu'il y a des endroits où, puis la santé publique en a beaucoup parlé dans son rapport dernièrement,
Il y a de plus en plus des grosses vagues de chaleur, puis il y a les décès. Donc, c'est une politique qui va venir. Non, la politique de l'arbre et du verdissement, c'est vraiment à un autre niveau. On est vraiment dans le périmètre urbain, puis on vient travailler dans les quartiers directement pour maintenir ce qu'on a, bonifier quand on a besoin ou aller créer du verdissement pour des îlots de chaleur. Fait que c'est un projet là, que en septembre prochain, on va adopter la première version, en fait. Ouais. Juste en complémentaire sur ce projet-là. Oui. Mme Carrier là, qui m'a sollicité pour venir ce soir parce que les pompiers sont venus toute la semaine passée, à tous les jours, parce qu'il y a des émanations de gaz. OK. Il y a eu des alertes, il y a eu un citoyen qui a dû quitter sa maison pendant 2 jours. Ah oui. Comment, Ça, vous m'en informez, là, parce qu'on n'est pas au courant de ça. comment traite-t-on, est-ce qu'il y a des tests de sol avant des dynamitages majeurs? Parce qu'on fait des infrastructures, des égouts de cathédrale. Alors, et en plus, en bas de ce quartier-là, il y a une zone tampon, je me souviens plus du nom. Pour aller s'informer, par exemple, pour Est-ce qu'on valider. fait des tests de sol parce que ça va être... On va aller valider avec les services aussi des incendies pour connaître mieux le Parce dossier. qu'en plein milieu de la nuit, à 2 heures du matin, on cogne chez les gens. On vient passer des tests parce qu'il y a des alertes, etc. Donc, à un moment donné, il faut se poser des questions. Et n'hésitez pas quand vous avez des commentaires ou des faits comme ça à nous les partager rapidement pour qu'on puisse aller directement aux sources valider l'information. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne soit pas au courant. Ouais, c'est ça. Et Fait que des c'est fois, ça que je ne comprends pas. Service Moi non de plus, pompiers, je suis d'accord avec vous. l'emballage est quelque chose qui manque. Je suis d'accord avec Merci vous. beaucoup. 100%. Merci d'avoir apporté ça. Fait que je vais prendre le prochain intervenant. Monsieur Pellerin. Pellerin, district Hôtel-Dieu. J'entendais l'entrevue de Mme Dauphinet ce matin au 107.7. Je vais répéter des bribes de ce que j'ai entendu. J'observe qu'on utilise très peu dans ce mandat-ci, je souligne dans ce mandat-ci, les pléniers publics. Par contre, notre mardi après-midi, il est libéré pour ça, les pléniers publics, mais on ne s'en sert pas. Je vais corriger un petit peu quelque chose. Dans le mandat de M. Lucie, il y a eu 57 pléniers publics au conseil municipal en 48 mois. Si j'ai bien compté, depuis les dernières élections, il y en a eu 60. Ça, c'est 3 de plus. En 30 mois qu'on est rendu. Je souligne aussi qu'il n'y avait pas sous Lucie de pléniers publics dans les arrondissements. Il y en a eu, j'en ai compté 71 en comptant ceux d'aujourd'hui. J'en ai compté 71 dans les arrondissements et 0 du temps de Lucie. Je déteste quand on fait des déclarations comme ça, qui sont à la limite du mensonge, dans le but de faire des points politiques. Et votre question? Mes questions, c'était... Vos questions. Son entrevue était en fonction du document qui a fuité. Je voudrais savoir qui a commandé en fait, toutes les caractéristiques du document. Qui l'a commandé? Quelle firme l'a rempli? Ben ça, je peux Quand est-ce qui a été déposé et à qui? Et le coût, si vous l'avez bien sûr. Parce que là, tout le monde se prononce sur un document que personne n'a vu. Sans avoir vu. Je vais juste répondre sur le commentaire qui me concerne, si vous voulez, puis après, je vous passerai la parole. Rapidement. Oui. Bien, c'est sûr, peut-être M. Pellerin, effectivement, du temps de M. Lucie, je n'étais pas là et j'ai comparé avec du temps de mon premier mandat. Qui était prêt ce matin. Ben, du temps de M. Février. C'est du temps de M. Lucie, je pense. Non, ce que je vous dis, c'est ça. C'est que moi, j'ai comparé avec mon premier mandat qui était du temps de M. Sévigny. Les mardis avec du temps de M. Sévigny, dans ce mandat-là, souvent, on était à partir d'1 heure, puis on était là, puis on manquait pas il n'y avait pas de semaine où il n'y avait pas de plénier huis clos ou public. Et moi, je dis, c'est quelque chose que j'ai mentionné souvent. Je dis, on n'utilise pas bien des pléniers le mardi, qui est l'espace qui est prévu pour que les élus, on ait le temps de discuter des dossiers
et tout ça. Fait que c'est tout simplement avec ça que je comparais. Et c'est vrai, j'ai peut-être pas pensé qu'il y a eu le mandat d'huissier puisque j'étais pas là. Mais à ma connaissance, il n'y avait pas de plaignée publique dans le temps de Bernard Séville. Il y avait des... Ben, en tout cas, il y avait des plaignants publics, mais je faisais référence à toutes les plaignants qui nous permettent à nous, les élus, de travailler. C'est pas ce que vous avez dit. Et ça réduit en erreur. J'aimerais ça que vous évitiez de faire des discussions, s'il vous plaît, parce qu'en plus, c'est ça, en plus d'être en retard, ben, ça étire le temps. Puis, je pense que c'est pas nécessairement agréable pour tous les gens qui sont là d'entendre les discussions. Mais vous pourrez vous rejoindre à la pause dans le corridor. En lien avec le rapport qui a été produit sur l'efficacité, disons, du comité exécutif, moi, je l'ai appris hier matin par la tribune de l'existence de ce rapport-là. Donc, c'est vraiment déplorable. Puis, c'est ça, soyez assurés qu'on va demander demain de l'information parce que je pense qu'on est plusieurs à ne même pas de l'avoir en main. Donc, je vous invite à peut-être ramener votre question demain dans le cadre du conseil municipal. On aura plus de réponses là-bas qu'ici. On ne peut pas demander à la direction de l'arrondissement des réponses à ce sujet-là. Je fasse ça. Merci. Merci. Prochaine. Alors là, j'ai 2 personnes qui se... Juste peut-être vous faire signe. Madame Fagé. Oui, bonjour. Alors, je me présente au nom de la table de quartier Action Maryland. Donc, vous savez qu'on est assez actif et on veut mobiliser nos citoyens, chose qu'on réussit très bien. Par contre, il y a 2 éléments. Puis ce soir, pourquoi je prends la parole, c'est pour vous remettre la lettre puis qu'elle paraisse dans les points à l'ordre du jour. Donc, on demande qu'il y ait inauguration des Jeux au Parc Bureau, puisque ça fait déjà presque 1 an qu'ils sont là. Il y a eu des bris. On ne sait pas à quel moment ça sera réparé. Alors, une question en ce sens. À quel moment on pourra avoir la pièce manquante? Et parce qu'on souhaite faire l'inauguration le 21 septembre prochain. Et l'autre élément que je veux attirer votre attention, c'est sur l'affichage. Donc, comment rejoindre des citoyens si notre emplacement ne nous permet pas d'afficher. Alors, je ne vais pas étirer la rencontre puisque vous avez déjà reçu la lettre, puis je pourrais tout de même vous la remettre, mais je vous remercie. Oui, on a bien reçu la demande, la lettre. Je sais que M. le directeur a fait accusé de réception et l'a transmis ensuite à toutes les conseillères. Donc, on en a discuté tout à l'heure. Puis, pour ce qui est de l'inauguration, on m'a dit que c'était déjà prévu dans le plan de match du départ. Donc, il y a eu des petits étirements de temps. Là. Ça a été reporté. À cause de pièces manquantes, oui. À cause qu'il manquait des pièces pour les Jeux. En tout cas, mais c'est sûr que c'est à l'ordre du jour de faire une inauguration. Pour ce qui est de l'affichage et du babillard, on va aller faire des vérifications parce que je pense que c'est pas si simple que ça. Donc, on va vous revenir avec plus de détails. Alors, je pense qu'on a encore peut-être une dernière intervention. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Mon nom est Georges Laurando. Je viens officialiser ma demande ce soir pour avoir une rencontre face... moi, je viens de l'arrondissement de Bellevue, mais je viens pour l'arrondissement de Fleurimont où j'ai des terrains sur la 610 et la 12e avenue avec messieurs Crépeau, Patrick et Louis-Philippe Charmont. On se demande, on aimerait avoir plus d'informations concernant le zonage industriel qui longe la 610 et qui se prolonge à la 12e. Puis on aimerait avoir une rencontre avec... Si votre question, c'est est-ce qu'on peut avoir une rencontre? La réponse est oui. On va vous convoquer prochainement parce qu'on entend bien votre besoin et on partage le besoin d'avoir une rencontre. C'est bien. C'est ce qu'on a dit tantôt? Oui, excuse, c'est pas ça. OK. On est avec ça. C'est bon. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Bonjour, Patrick Crépeau. Juste ajouter un complément à M. Laurando. En fait, moi, la question que j'aurais eue pour vous, c'est si vous aviez une forme de vision de cette zone de réserve industrielle, si pour vous, pour le développement de ce quartier, vous le voyez comment? Bien, en fait, tu sais, ce que j'ai répondu... Je parle de la zone, je parle vraiment de la zone industrielle. Oui, je sais tout à fait où on se situe, mais c'est ça ce que j'avais dit à M. Laurando dans les dernières rencontres, c'est que, tu sais, on est en démarche de plan d'urbanisme. Tu sais, moi, je lui ai dit que je ne voyais pas là, personnellement, à titre de conseillère du district, je ne voyais pas là un besoin d'avoir
peut-être l'industriel, surtout que la place est assez restreinte, mais c'est une démarche qu'on a au niveau de la ville, au niveau du plan d'urbanisme, de requalifier certains secteurs. Donc, je vais laisser la démarche se poursuivre. M. Sorbo, je ferai du pouce avec M. Blanc parce que nous, on est des promoteurs, on a des terrains sans arbres, on est prêt à les développer. Puis je pense que cette zone-là, en face du plus gros employeur de la ville de Sherbrooke, qui est le CHU, ça serait un endroit où on pourrait développer sans, je vais mettre entre guillemets, détruire les forêts, parce qu'on en a des places comme ça à Sherbrooke. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça fait le tour? Je pense que oui. Alors, c'est ce qui clôt la période de questions. Pour les 4 prochains points qui ont trait aux rencontres du comité consultatif d'urbanisme, alors je vais céder la parole et le micro à Mme Berthold. Fin du mois de mai, on collera les tables. Ouais. Ça va être moins compliqué un peu. Parfait. Donc, notre premier dossier ce soir, c'est évidemment le dossier de M. Brunel, donc sur Virginie Laflamme. Une demande de dérogation mineure au règlement 12.5 de lotissement de la ville de Sherbrooke pour le 1080 de la rue Virginie Laflamme. Donc, c'est une dérogation mineure pour la hauteur maximale. La hauteur maximale était de 7,5 et le propriétaire, donc M. Guertin, demande que celle-ci soit considérée à 8,17 mètres de hauteur afin de construire un bâtiment accessoire. Donc, avec les explications que nous avons eues au CCU d'arrondissement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le CCU, à l'unanimité, donc citoyens et élus, ont décidé de, contrairement à la recommandation des services, d'aller à l'encontre de cette recommandation et d'accepter cette dérogation, donc faisant passer de 7,5 à 8,17 la hauteur du bâtiment accessoire. Par contre, ce soir, on ajouterait une condition, donc à la condition suivante, d'interdire l'installation de fenêtres sur le côté de l'élévation gauche du bâtiment accessoire projeté, donnant sur le lot 4 097 886, qui est donc le lot de M. Brunel. Oui, moi, ça va. Moi, si ça Hélène va inscrire. que j'inscris ma dissidence, je ne suis pas d'accord avec vous. Merci. Le deuxième, merci d'avoir mentionné votre distance, Mme Dauphiné. 6.1.2, donc une demande de dérogation mineure au règlement 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke pour la zone H0767 située au 1988 rue des Palmiers, donc pour M. Denis Roux. Alors, lui, ce qu'il demandait, c'était de faire en sorte d'autoriser un écart de 1,35 mètres à la marge minimale prescrite de 6 mètres du côté de la rue des Cyprès, afin de permettre l'agrandissement du bâtiment existant à 4,65 mètres de la limite avant du lot. Donc, évidemment que les services recommandaient que cette dérogation mineure soit acceptée et le comité d'urbanisme est allé dans le même sens. Oui, allez. Bon, c'est encore un dossier un peu de la même nature que celui qu'on a présenté précédemment. Ce n'est pas une dérogation mineure qui vient régler une problématique passée, c'est une dérogation mineure qui sort de ce que les règlements permettent de faire. Puis là, si on l'accepte à cette personne-là, pourquoi on va le refuser à la personne suivante? À un moment donné, là, moi, je commence à me demander là, pourquoi on fait des règles si après ça, on vote selon le besoin puis la demande de chacun une dérogation mineure. J'ai un citoyen dont j'ai le cas à l'étude en tête qui s'était fait refuser là, un abri d'auto parce que ça approchait un petit peu trop de la limite du terrain. Il n'a pas été refusé. Lui, il a été refusé selon l'accepte. Qu'est-ce qui n'a pas été présenté? Est-ce qu'il faut qu'on... Alors, ce dossier-là n'a pas été refusé, c'est-à-dire qu'il a eu un avis préalable des services. Donc, il a rencontré les services et les services lui ont dit, si vous voulez poursuivre, ben, on va faire une recommandation négative. Donc, ça ne veut pas dire que s'il était passé à l'arrondissement, au CCU d'arrondissement, qu'on serait allé dans le même sens que les services. C'est juste une clarification. D'accord, mais en tout cas, non, mais je me demande justement, vous savez de quel cas je parle? C'est parce que vous l'avez écrit.
J'écris, OK, d'accord, dans le conseil sans papier, désolée. Je suis pas magicienne. Là, J'ai bien des défauts, mais je suis pas magicienne. Mais c'est ça que j'ai. Donc, le citoyen qui se fait dire non, ben, il se dit c'est ça les règles, fait qu'il retourne chez eux avec son petit bonheur. Puis l'autre qui dit ben moi, je vais foncer pareil. En tout cas, moi, j'ai de la misère avec ça. Fait que celui-là aussi, je vais inscrire ma dissidence. Merci. Vous vivrez l'expérience en juillet, Mme Dauphinet. Suite du comité consultatif d'urbanisme du 22 avril, donc d'aujourd'hui, au 6.2.1, demande d'approbation aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale pour l'artère artérielle, l'aire Quignest, au 623 de la rue Quignest de M. Patrick Orfali. Donc, Rooftop Camp, c'est pour installer évidemment son enseigne, pour bien identifier son commerce. Oui, on a eu la même préoccupation, à savoir pourquoi c'est anglais, mais on n'a pas l'autorité qui nous permet de dire que ça doit être en français, ça relève du provincial. On l'a déjà eu dans d'autres boutiques non loin et c'était en anglais aussi, mais on n'a pas de prise du tout dans ça. Donc, nous, ce à quoi on peut se conformer, accepter, ben, c'est la proposition s'il remplit toutes les règles d'implantation pour son affiche. Et c'est le cas dans ce dossier-là. Donc, c'est une recommandation favorable. Ça va? Oui. 6.2.2, demande d'approbation d'un PIA aire patrimoniale de classe 2. Donc, encore là, classe 2, on n'a pas, ordinairement, on ne pose pas de questions, mais allez-y. C'est juste une explication, c'est-à-dire que vous dites comité consultatif dit non, CCU dit oui, et vous votez, vous dites non, vous dites on l'accepte de nous, là, on le laisse. En lien avec quoi, là? Le premier, M. Brunel. Oui. Bon. Mais est-ce que, pour les fins de M. Brunel ou tout autre citoyen, est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu, on a dit soudainement oui après tes services? Oui, ça a été expliqué tout à l'heure quand il nous a adressé la parole. C'est juste ça. Puis, juste pour terminer votre top, là, oui. Est-ce que vous envoyez une signification à l'Office de la langue française par rapport à ça? C'est une bonne idée. Hein? Ben, je ne crois pas, non, mais ça pourrait être dans les habitudes de faire ça. Là. Non, je comprends. Pour moi, c'est assez Il y a quelque chose. Peut-être aussi vous dire qu'il y a un nom de domaine qui a été aussi enregistré au Registre des entreprises du Québec. Donc, s'il n'y a pas d'intervention là, habituellement, c'est accepté. Ce n'est pas le rôle de la ville de légiférer dans ce dossier-là, vous savez. Donc, c'est juste pour vous dire, on respecte les noms de domaine qui sont inscrits au Registre des entreprises du Québec dans ce temps-là. C'est comme un nom d'affaires, comme McDonald's. Donc, on ne vient pas à l'encontre de ce qui était approuvé au gouvernement du Québec là-dessus. Par le registraire du Québec, mais là, je ne veux pas lancer dans les détails parce que c'est l'urbanisme qui gère ça. Mais évidemment, on va pas à l'encontre de ce qui est approuvé là, dans les noms d'affaires. Merci. Le dernier dossier, 6.2.2, donc demande d'approbation PIA, une aire patrimoniale de classe 2. Encore là, quand plus la classe est basse, moins on a d'emprise sur les décisions. Donc, intégration intermédiaire au 191 et 193 de la rue Bruno Dandonneau. Donc, il fait des rénovations. Il veut changer sa toiture, le bardeau de toiture. Donc, il était dans les teintes de vert et maintenant, ce sera dans les teintes de gris. Ça vous va? Oui. Parfait. Merci. Ça clôt les points pour le comité consultatif d'urbanisme. Prochain point, c'est le dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2024, donc un budget de 3 850 $ que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on se divise à 4 pour venir supporter des causes ou des organismes. Alors, il y a quelques demandes inscrites pour la Fondation du Cégep de Sherbrooke, Théâtre à double tranchant, Aube Lumière, Cep de l'Esprit. Alors, il y a 651 $ d'engagés dans ce fonds. C'est bon? Oui.
Ensuite, le prochain point, Fleurimont en action pour une communauté inclusive. Alors, c'est lors de la rencontre qu'on avait eue pour présenter notre plan d'action d'arrondissement le 31 mars 2023, ici même à la salle du Parvis. Et il y avait plusieurs citoyens qui étaient présents qui ont exprimé le souhait d'avoir une rencontre pour faire le suivi de notre plan d'action, des actions qui sont engagées. Donc, je vous invite en fait officiellement le mercredi prochain, le 1er mai, où on viendra faire état de nos actions à mi-parcours. Ce sera dans le cadre d'une formule 6 à 8. Et on s'est dit que comme il y a dans notre plan d'action l'objectif, en fait, l'action de favoriser le maillage interculturel, on a amené cette thématique-là en premier plan, en fait, de notre activité de plan d'action. Alors, en ouverture, il y aura une activité animée là, par notre agente interculturelle, où on va avoir quelques données et faits sur la présence de communautés culturelles qui font partie de nos beaux quartiers, et avec une activité de rapprochement. Donc, piloté par la table de quartier 4 saisons. Il y aura aussi, évidemment, des boissons sans alcool et des collations qui seront offertes gratuitement. Donc, venez en grand nombre pour prendre connaissance et discuter avec nous de nos actions pour l'année et demie qui nous reste dans ce mandat-ci. Alors, voilà, la recommandation, c'est d'accorder un montant de 2142 $ pour organiser cette soirée. Pardon? C'est précis, 2140. Oui, bien, il faut être précis. Donc, voilà, l'invitation, elle est lancée. Prochain point, c'est l'adoption des projets gagnants au budget participatif 2024 du district des 4 saisons, donc mon district. Pour rappel, ça aussi, ça fait partie d'une de nos actions objectifs du plan d'action. On voulait venir stimuler la participation citoyenne en créant des budgets participatifs, donc qui donnent la chance à des organismes de venir déposer des projets qui croient porteurs pour la communauté. Et puis, c'est un budget de 10 000 $ que j'ai engagé dans ce budget-là. Il y a 7 projets qui ont été déposés, tous de beaux projets vraiment qui méritent de voir le jour. D'ailleurs, je tiens à remercier chaque personne des différents organismes, associations qui ont travaillé très fort pour venir. Les délais étaient quand même très courts là, pour déposer. Je vous partage quand même les 7 projets rapidement. Le premier projet, c'était de favoriser l'accès au sport chez les jeunes de milieux défavorisés et outiller les parents bénévoles, parce qu'il y a dans notre quartier, c'est ça, plusieurs jeunes qui sont plus inactifs, qui n'ont pas la chance de participer à plein d'activités parascolaires. Donc, ce projet-là, ça leur donne la chance de jouer au soccer, mais aussi d'être entraînés. Puis, comme ça tient le projet repose sur des bénévoles, il y a lieu également d'outiller, de former les bénévoles dans l'action. Le deuxième projet qui a été déposé, c'était les héros de la diversité, un projet de Black Estrie. C'est un livre à colorier où il y a de vrais personnages, en fait, qui sont illustrés, des personnages du quartier, nos héros locaux, finalement, qui sont issus de la diversité. Donc, ça permet aux jeunes enfants d'âge primaire de colorier et de se référer, s'identifier à des gens de notre quartier. Ensuite, le troisième projet, le Sentier des mellifères indigènes. C'est un projet d'Action Saint-François. C'était de créer un sentier avec une bande florale pour faire connaître les espèces que nous avons au Québec, et puis d'apporter un affichage pour bien connaître les différentes, avoir l'information sur les vertus de chaque espèce, finalement. Le quatrième projet qui a été déposé, c'est un rallye sur l'écologie et la pollution. Encore une fois, d'Action Saint-François, une activité plus ludique, sportive, pour sensibiliser les jeunes à l'environnement, donc qui aurait pu être dans le cas d'une activité, d'ailleurs une fête, un festival. Ensuite, numéro 5, c'était le Festidisque des 4 saisons. Donc, c'est l'Association d'ultimètres de Sherbrooke qui proposait de faire une fête style barbecue pour initier au sport, le frisbee qu'on appelle, communément appelé, en fait. Voilà. Puis, il m'en reste 2. Numéro 6, Mon quartier me nourrit, des habitations, les cœurs et de la table de quartier 4 saisons. Alors, plantation d'arbres fruitiers dans le quartier, là, vraiment pour venir sensibiliser les gens et pour répondre à un besoin de sécurité alimentaire.
Et le dernier, c'était 100% d'élixir, donc achat de produits menstruels pour les femmes dans le besoin. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a des collègues dans 3 pharmacies de Fleurimont, donc pour déjà contribuer à ce projet-là parce qu'il y a des besoins dans le milieu. Alors, nos gagnants sont, et on peut faire un roulement de tambour, en première position avec le plus grand nombre de votes, c'est Mon quartier me nourrit des habitations L'Équerre et de la table de quartier. Donc, félicitations. En deuxième position, nous avons eu favoriser l'accès aux sports chez les jeunes de milieux défavorisés et aussi les parents bénévoles. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'organisme, c'est Action Sport Inclusion. Félicitations. Et le dernier projet qui a gagné le vote du public, c'est les héros de la diversité, donc le cahier avec nos héros locaux. Alors, félicitations à tout le monde, aux gagnants. Et même à ceux qui ont participé parce que vos projets sont très inspirants. Puis, on va peut-être avoir envie de les faire vivre lors d'une nouvelle édition ou dans un autre district. Donc, voilà. Et là, dans la présente résolution, est-ce que tu veux le... Bon, parce qu'il faut abroger la résolution du mois de février. Oui, voilà, je vais en faire la lecture. Évidemment, le budget de 10 000 $ qui était prévu pour les gagnants, eh bien, il va être modifié pour pouvoir desservir les 3 gagnants qui demandent un budget de 3 500 $. Donc, ça fait un total de 10 500 $. Donc, l'abrogation est comme suit, c'est d'abroger la résolution numéro 2024-08-21 pour que l'enveloppe budgétaire non récurrente pour le budget participatif du fonds dédié de l'arrondissement pour financer les 3 projets passe à 10 500 $, tout simplement. Merci, Monsieur le directeur. Est-ce que ça vous va, mesdames? Oui. Excellent. Alors, l'avant-dernier point, c'est le point préféré de Mme Berthold, les événements à venir dans l'arrondissement. Elle aime beaucoup que j'en fasse la lecture. Alors, prochainement, à la table du Parvis, beaucoup d'activités. Écho du cœur, harmonie. Il y aura vous allez l'afficher derrière. Hein? Oui, c'est ça. C'est disponible aussi sur le site Internet, mais juste pour vous dire, il y aura de la chorale, de la danse traditionnelle, une exposition des artistes du Parvis, également deuxième chance au théâtre, des Chevaliers de la Seine, également un concert de l'Orchestre Jazz de Sherbrooke. Et il y a aussi un concert, un spectacle d'humour en rodage, le GF Otis, que je ne connais pas, mais très curieuse, mais ça, c'est juste au mois de septembre. J'aurais pu le passer celui-là. Sinon, il y a une activité de cueillette gratuite d'arbres et de végétaux le 4 mai de la forêt qui marche, donc sur la 12e avenue. Et le 8 mai, il y a chez Cercovier, le 300 rue Conseil, il y a une conférence pour conserver la forêt urbaine, une mission collective. C'est le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. C'est une activité dans le cadre de notre politique de l'arbre et du verdissement voilà. Alors, ça met fin aux points qui sont à l'ordre du jour. Il resterait simplement les messages des membres du conseil. Donc, Mme Dauphiné, allez-y. Je n'ai pas de message en particulier. Moi non plus. Vous non plus? Non. D'accord. En fait, je veux simplement vous remercier d'être aussi nombreux à notre séance d'arrondissement. Puis, je vous invite fortement à venir nous voir mercredi prochain, le 1er mai, à notre rencontre pour parler du plan d'action. C'est un moment où on va venir vraiment créer plusieurs échanges, discussions. C'est plus informel, donc plus accueillant et dynamique. Et puis, je voulais aussi revenir sur le dossier de M. Brunel et les autres aussi qui demandent des dérogations. Pour moi, c'est toujours un peu difficile, en fait, de prendre position dans ces dossiers-là parce que les dérogations, ils viennent ajuster nos règlements qui ne sont pas parfaits parce qu'on va se le dire, là, les règlements, au niveau municipal, on agit par résolution et par règlement. C'est la façon qu'on fait, mais au fil des jours et des années, on se rend compte que ce n'est pas adaptable à toutes les situations. Donc, oui, il y a toujours lieu de venir corriger plein de situations. Donc, c'est ce qu'on fait. On n'a pas le choix. Puis aussi, c'est sûr que là, dans certains cas, avec les arguments que les gens nous apportent, puis aussi, c'est sûr qu'il faut faire aussi confiance au comité consultatif d'urbanisme, que les gens, ils prennent beaucoup le temps de questionner. Ils sont très préoccupés aussi. Je pense qu'ils sont très soucieux du bon voisinage également.
c'est des gens qui sont compétents. Donc voilà, c'est toujours, je voulais juste dire que c'est toujours difficile de prendre une décision parce que des fois, c'est ça, c'est une décision qui va faire avantage à un, va défavoriser l'autre. Donc, comment créer un équilibre entre répondre aux besoins de chacun? Je vous dis que c'est pas évident. Donc voilà, je vais quand même exprimer ceci. Donc, c'est ce qui clôt notre séance et on poursuit avec une séance de consultation publique. Je vous invite à rester si ça vous intéresse. Et sinon, ben, on se retrouve le 27 mai prochain, même heure, même poste à la salle du Parvis dès 17h. Merci beaucoup.